Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro-info de la semaine, je vous signale néanmoins que cette émission a été enregistrée le vendredi 4 pour être diffusée le samedi 5 pour des raisons que nous ne commandons pas. Et donc, avec moi sur le plateau aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ali Aïd Jodi. Merci d'être avec nous, Ali, journaliste, analyste politique. Bonjour, bonsoir plutôt, Jamel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ali. Et Nazim Taleb, membre du secrétariat du mouvement Rachad. Merci d'être avec nous, Nazim. C'est toujours un plaisir. Merci. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fête du travail, le 1er mai. Quelle célébration pour l'Algérie dans un contexte de crise économique, socio-économique profonde. C'est le titre d'un titre du journal, Le Watan en l'occurrence. Et puis nous parlerons de la justice d'une manière générale et de certains des, comment dirais-je, des barons du régime qui viennent là nous donner des leçons de patriotisme, d'intégrité, et qui néanmoins traînent des casseroles juridiques, judiciaires plutôt, qui ne sont pas inquiétés. Et puis nous finirons par parler de la journée de la presse qui a eu lieu hier, la journée de la liberté de la presse plutôt. Et aujourd'hui, donc, les titres. Al-Watan, fête du travail. Quelle célébration pour l'Algérie dans un contexte de crise socio-économique profonde, par Mohamed Abbassi. Algérie 24, scandale. Un magistrat fait pression sur une entreprise publique au profit d'un privé, par l'ISS. Mediapart, le pouvoir algérien phagocyte le monde du travail et le journalisme, par Saoudi Abdelaziz. Ali Aïd Jodi, les travailleurs sont censés avoir célébré hier la journée, la fête des travailleurs, le 1er mai, en Algérie. Vous pensez que ça se fête encore, qu'il y a encore des travailleurs qui fêtent, des syndicats D'une manière folklorique, oui. Donc ça existe, il y a une date, il y a le 1er mai, sauf que c'est la fête, c'est juste un rappel et un moment de recueillement. D'abord sur le poste d'emploi, sur le manque de travail. Et moi, ce qui me plaît cette année, c'est les oligarques qui sont allés fêter le 1er mai ou au sud. Hey. Voilà. Donc, la mamelle de l'Algérie. C'est incroyable. Donc, toutes les richesses du bas, c'est pour eux. Oui. Et le sud qui est livré à lui-même, le sud qui est la source de la richesse, je ne dirais pas des Algériens parce que ils ont dépensé 1000 milliards et l'Algérie est toujours dans la même situation que les années 70. Donc ils ont mis des burnos. Hein, oui, le bar. Mais oui, bien sûr, symbole. Qui leur ont été offerts par des chiatines locaux, hein, merci dire, bien. hein. Donc, oui, bien sûr, je retiens un dicton de Matoub Lounès qui a dit que si c'était des lions qui ont cette laine, rares les gens qui vont mettre un burnos. Ouais. Et donc, vous voyez, donc, ils sont allés fêter la fête du travail là où il n'y a pas de travail. Le taux de chômage au sud est le plus élevé. Il est effarant. Et par rapport au territoire algérien. Ni infrastructure, ni développement, ils ont eu le culot et l'audace d'aller fêter le travail là où il n'y a pas de travail. En bornos au bar, s'il vous plaît. Bornos qui coûte 30 millions le bien sûr. Et c'est aussi pour rappeler les habitants du Sud qu'on dilapide les richesses sur lesquelles vous votez. Et on vient fêter ce que vous n'avez jamais goûté. Donc là, sinon, vous savez, donc, c'est triste de dire qu'à l'occasion du 1er mai 2018, le ministère du Travail a retiré des agréments à plusieurs syndicats autonomes. Nous allons en parler. Absolument. Nous allons en parler. Alors c'est là quand on parle du travail, la liberté de défendre justement le travail. Le syndicat, c'est un outil de défense et c'est un instrument de défense des postes de travail. Donc c'est triste, donc le cauchemar continue et la provocation des oligarques toujours d'actualité. Nazim. En fait, effectivement, on réalise qu'ils sont en train de fêter la fête des travailleurs et c'est là même qui ont tué le travailleur.
Moi, j'étais en train de voir le reportage de l'avancée des travaux de l'aéroport d'Alger. Tous les travailleurs avec casque, c'était des Chinois. Ouais. C'est-à-dire que pendant finalement 20 ans, avec 1000 milliards effectivement de rentrées d'argent, on n'a pas été capable de former un travailleur algérien. On n'a pas été capable de faire confiance aux travailleurs algériens. Et même si on lui fait confiance, on l'humilie par un salaire médiocre. C'est-à-dire qu'un Chinois, quand on le ramène, on va le payer 20 millions par mois. Je ne sais pas combien il est payé. Ça peut être plus, moins, je ne sais pas. Mais le travailleur algérien, il est toujours payé au SMIC. Et on dit, ah, le travailleur algérien, il ne travaille pas. Alors qu'on ne lui offre pas du tout les mêmes circonstances de travail. Et bien sûr, effectivement, l'insulte et je dirais, parce que pour moi, ça reste quand même une insulte d'aller fêter le travail dans le Sud, quand on sait que, effectivement, les richesses de l'Algérie, pour nous, on croit plutôt à une richesse humaine, mais dans la réalité, eux, ils ont développé que la richesse naturelle. Et la richesse naturelle, malheureusement, depuis 1962, effectivement, provient du Sud. Ce même Sud où l'infrastructure, elle est inexistante. Le chômage est le plus élevé. Le chômage, et le pire, c'est qu'on ramène de la main-d'œuvre du Nord pour la faire travailler dans les postes les mieux rémunérés, parce que Sonatrach, c'est là où on mange le mieux, c'est là où on est rémunéré le mieux, etc. Donc, ils n'ont rien eu, ces gens-là. Rien eu. Et on vient les provoquer. On vient effectivement, avec une délégation, tapis rouge, pour fêter le travail dont on l'aura dépossédé. On va fêter quelque chose, c'est-à-dire comme si on va aller à un mariage alors qu'on a fait divorcer le couple la veille. Voilà, je vais célébrer ton mariage, mais je n'ai jamais... Voilà, c'est le ridicule, c'est malheureux. Nous allons voir deux images, deux scènes, une de Sidi Saïd, le secrétaire général du plus grand syndicat du pays, nous dit-on. Et lui, il dit « J'ai 1 200 000 adhérents ». Lui, il le dit, hein. Et puis nous irons voir la scène de Ould Qaddour quand il nous parle de son Hamamji, son qui est. نحيو الاقتصاد الوطني هو المفتاح تاع البروغري سوسيال هو المفتاح تاع الامبلوا هو المفتاح تاع البوفوار داشا حطوها في راسكم مدينة الجيريا حاشاك مدينة الجيريا ها ما نحشمش بالصباط تاع بلادي ما نلبسش صباط تاع انسان لي الشرف ان نسلم لفخامة الرئيس لا موسيون سبيسيال تاعكم. On n'a pas fini d'hommage, mais ça ne fait rien. D'abord, il nous brandit une chaussure, il dit Made in Algérie, Hachakoum. Je n'ai pas compris que Hachakoum, c'est battre l'Algérie. Et puis, il dit, je ne suis pas Bladi, alors que tout le monde sait son état de fortune, les affaires qu'il gère. Et le comble du comble, c'est qu'il nous avertit que l'UJTA vient de décerner une mention spéciale, on ne sait pas ce que c'est, qu'il a remis au ministre pour la remettre à Bouteflika pour l'inviter à se présenter un 5e mandat. Lui, il considère que l'UJTA est à lui. Il n'a pas convoqué des assises pour le faire. Il l'a fait tout seul. Il a dit, nous avons décerné une mention spéciale. Vous savez ce que c'est, les mentions spéciales? Non, pas du tout, mais ce type de comportement, plutôt en montrant sa chaussure, comme quoi c'est un patriote, c'est un nationaliste, qu'on vérifie son passeport, combien de fois il visite Paris et les capitales... où il se soigne. Ben oui. Où il se soigne. Et ses richesses... Oui. C'est un bonhomme qui n'a jamais travaillé. Il était moniteur de l'enseignement, les années 68. Il n'a jamais été... Toute sa carrière est un syndicaliste à l'UJTA. Oui. C'est une triste réalité. C'est un syndicaliste de carrière. De carrière. Et il n'a jamais travaillé. Et il dure encore depuis l'assassinat de son prédécesseur Abdelhaq Ben Hamouda. Donc... il a assisté à la démolition
du monde du travail en Algérie. Il était l'acteur principal. Dans les années 80, quand ils ont de la démantelé le secteur industriel. Démantèlement du Et ils ont secteur vendu à leurs copains. Absolument. Ils ont tout vendu à leurs copains. au dinar symbolique. Oui, Au dinar symbolique. Il faut bien Bien le souvent spécifier. pour des bouchées de pain. Jeter les enfants Raoul Halal, des Algériens dans des prisons. Oui. Et par la suite, il s'avère que c'est des innocents. Et ils étaient inculpés Ça, c'était arbitrairement. où Yahya. Mais oui, mais avec la Mais bénédiction. lui n'a pas dénoncé. Mais lui, Ouais, il est l'avocat du pouvoir. C'est un pompier. Il est là. Il veille. En quelque sorte, c'est les deux faces d'une même pièce. Haddad, qui est le chef du patronat, et le chef des travailleurs. C'est la réalité. Absolument. C'est Très amis. l'oligarchie, Ouais. c'est le symbole et les oligarques de Et l'Algérie. il a dit, Sahbi, ils ont suivi les Majbouch El kif kif. Bien sûr. Donc, quand il dit il a 1 200 000, c'est un mensonge. Maintenant, si on calcule sur le plan papier, il peut avoir même 3 millions, parce que j'étais syndicaliste. Oui. La wilaya où j'étais syndical, on était majoritaire. On n'a jamais accès à la gestion des œuvres sociales, parce que même majoritaire, c'est l'IGTA. Ah là, Donc, c'est le gros morceau. ben oui, d'abord, la le mutuelle, grand les morceau, œuvres sociales. il a donné sur un plateau d'or l'argent des travailleurs à la Banque El Khalifa. Oui. Il a été cité On va y dans tous les arriver. scandales. On va y arriver. Eh bien oui. On va y arriver. Et encore, donc, vous savez, donc, revendiquer 1 million, 200 millions, ce n'est que mensonge, parce que prendre une carte, ce n'est pas par conviction, parce que pour accéder au centre de vacances, à certains pareils, à certains avantages. Donc, automatiquement, on te met le couteau sur... Obligé de prendre la carte. Obligé, parce que la réalité de l'UGTA, c'est quand il y a une grève. On a suivi plusieurs grèves durant l'année, et donc c'est des grèves qui ont été suivies et qui échappaient au contrôle de l'UGTA. Donc c'est des syndicats autonomes. Ça prouve que l'UGTA est vomi, comme le FLN, comme le RND. C'est un relais. Sauf que c'est tout à relais. fait normal, c'est par obligation. L'administration impose à ces travailleurs de prendre la carte de l'UGTA. Sinon, il n'a ni promotion, ni avantage. Donc il vaut mieux prendre cette fameuse carte que de se livrer. C'est difficile à croire. Hein. Beaucoup ben de oui. gens qui ne connaissent pas l'Algérie, quand on leur dit ça, ils vous disent non, vous exagérez, ça ne peut pas être comme ça. Je connais des militants de partis d'opposition, démocrates et tout ça, qui ont pris la carte de l'UGTA parce que leur parcours professionnel leur impose. Si les enseignants ils veulent devenir conseiller ou directeur ou inspecteur... Obligé de passer par le canal c'est UGTA. pratiquement, dans la forme, l'article 120 a disparu avec les événements de 88. Mais dans le fond, l'article 120 est toujours valable. Est toujours d'actualité plus que jamais. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus le FLN seulement. FLN, RMD, ben oui, parce JTA, qu'il y a tout- Ancien Moudjahidine, les relais. Les organisations de masse. Bon, je n'ai pas grand-chose à redire par rapport à ça. Il a très bien tracé son historique. C'est quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers. Il est capitaliste quand il faut être capitaliste. Il est communiste quand il faut être Et communiste. avec sa casquette et sans Voilà. batte Hier, il prenait des photos avec Khalifa qui était capitaliste. Et après, quand il y a eu la rigueur, il a dit oui, Bouteflika, il nous a montré une grande sagesse, etc. Maintenant, il nous montre sa chaussure, mais je l'invite à décomposer sa chaussure et il verra que ce n'est pas du tout du Made in Algérie. C'est un assemblage peut-être Made in Algérie, mais le cuir, il est d'Italie, la semelle de Chine, la colle d'Allemagne, et il verra à quelle composition, le taux d'intégration de sa chaussure, sans parler que quand il va sortir, le monsieur, il va prendre une voiture soit allemande, soit française, il va utiliser un téléphone, pas du tout comme Apple ou Android. Bon, ça, il va se soigner à l'hôpital américain. Et surtout, il va se soigner dans l'hôpital américain. Donc, si un knif, va à l'hôpital au fin fond de Ouargla. Là, et tu te soignes comme tous les Algériens. Encore une fois, c'est du folklore. Ça n'apporte rien au pays. La population vomit ces gens-là. Ils les vomissent. Nous allons écouter le premier gestionnaire du secteur public algérien, le PDG de la Sonatrach, la société qui fait vivre l'Algérie, toute l'Algérie. C'est la société qui assure 98%
des ressources économiques de l'Algérie. Écoutez-le, ce monsieur. Il m'a posé la question, mais comment vous sentez l'adhésion des gens, comment vous sentez l'adhésion du personnel, des Algériens dehors? Alors, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Avant-hier, j'étais au Hammam. Voilà. Donc, au Hammam, il y avait le Kies qui a l'habitude de me faire le Kies. Et puis, à un certain moment, je parle sérieusement, à un certain moment, il me dit Abdou, comment ça va avec ExxonMobil? Ah! Et je vous assure qu'on ne peut pas trouver meilleur outil de mesure de l'intégration de la population, comment elle s'y met, comment elle voit le truc. Le bonhomme qui est, il me demande ExxonMobil, comment ça va avec eux? Je disais, je ne connais pas ExxonMobil, il m'a dit Eni. Je vous assure que c'est quelque chose d'important. Alors, le Seyid, c'est incroyable. Hein. Seyid, il est en train de nous raconter cette histoire pour nous dire, les Algériens, il n'y a pas meilleur moyen de juger de la population, comment elle est intégrée, comment elle connaît la vie économique, politique de son pays. Il nous donne l'exemple, Zama, de son Kies, un petit Kies dans un petit hammam, qui connaît ExxonMobil et Eni, et les relations avec son attraque. Au point d'étonner, d'abord, il l'appelle Abdou, par son prénom. On se demande qui est, si elle est... Des affinités. D'abord, il y a des affinités. Et puis, elle aime dire qui est, madame Tarfo, il est génial comme ça. Pourquoi tu le laisses qui est, elle me dit son attraque. Mais en plus, et là, je vais vous étonner. Il paraît, d'après ce qu'on nous a dit, je reste réservé, mais la personne qui me l'a raconté m'a juré que c'était vrai. Que ce hammam existe vraiment. Que ce qui est existe vraiment. Sauf que ce qu'ils ne nous ont pas dit, ce hammam est à Hydra. Il appartient à un gros ponte du régime, tout près du clan présidentiel. Et que ce hammam, pour y entrer, c'est pas un hammam, c'est tout un complexe, sauna et des trucs. Pour y entrer, il faut payer 40 millions de centimes d'abonnement par an. 40 millions. Et que ce qui existe, c'est vrai. Qu'il est super diplômé, c'est vrai. Qu'il connaît ExxonMobil, c'est vrai. Sauf que juste le pourboire, il paraît qu'il touche des millions de pourboires par jour. Je ne sais pas, 10 millions de pourboires par jour. Donc, lui, il nous donne un exemple à partir de ça. C'est pour camoufler d'abord le premier scandale. Ouais. La dame qui a dénoncé la corruption. On va y arriver, on va la montrer. D'un côté. D'un autre côté, moi, ce qui m'étonne, c'est que ce bonhomme, ce Abdou, mais le nom lui colle bien, et ce Abdou a été condamné par le tribunal militaire. On va y arriver. Alors, comment que ça se fait? Il a été condamné. Soit il doit être innocenté, donc réhabilité. Ali, je vous demande de ne pas en parler, puisqu'on va consacrer un chapitre à ça. Mais sinon, vous avez vu le syndicalisme, les travailleurs, comment ils se foutent, comment ils se fichent des gens, comment ils leur parlent, comment ils nous méprisent. Ils méprisent notre intelligence. Pour venir nous raconter des histoires pareilles. L'un brandissant sa chaussure, l'autre parlant de son pote qu'il appelle Abdou Hammam, qui lui raconte des choses sur ExxonMobil. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du mépris. Nazim, c'est pas du mépris? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute par rapport à ça, franchement? Si ce n'est qu'apparemment, il va au hammam et donc il est propre sur lui-même, c'est déjà bien. Bon, encore une fois, on est dans des... Sincèrement, ça n'apporte rien à l'Algérien dans son quotidien malheureux qu'il vit aujourd'hui. Après, moi, je ne connais pas le contexte dans lequel... Et je ne vois même pas le message qu'il veut transmettre. Est-ce qu'il veut dire l'Algérien, il est conscient de l'environnement économique dans lequel il évolue? Ça, c'est un point positif. Mais même avec ça, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça fait dans une conférence de presse, surtout que cette conférence de presse a été émaillée d'incidents gravissimes où une dame courageusement a dénoncé la corruption au sein de son attraque. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus d'autres priorités que de parler de son hygiène et de son quiès et vraiment faire rentrer son attraque dans le siècle des transformations majeures qui attendent ce secteur énergétique, à savoir les défis
au niveau écologique, les éoliennes, les panneaux solaires, comment demain apporter et satisfaire les besoins énergétiques de l'Algérie en diversifiant et en sortant petit à petit du fossile. Or là, on voit que son attaque et par le biais de Ouihia pousse toujours à exploiter toujours le fossile et le gaz de schiste, qui est une catastrophe naturelle sans nom. Et où le puits, au bout de quelques mois, il est complètement épuisé avec des conséquences sur l'environnement qui sont irréversibles. Et au lieu de ça, on nous parle j'ai vu le Kies qui m'a parlé d'Exxon, qui m'a parlé d'Eni. Bon, franchement, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça apporte aux Algériens, sincèrement. Il y a une complémentarité en tout cas. Oui. On parle le geste de Sidhoum Saïd. Oui. Et donc, il tire vers le bas. Et ça fait honte à l'image de l'État algérien et des institutions. À croire qu'ils les algériennes. choisissent, Ah ben à oui. croire qu'ils les choisissent pour leur médiocrité. Incroyable. Et un mot, Imaginez que cette conférence, elle est traduite en plusieurs langues. Non, bien oui, sûr. oui. Ouais. Incroyable. Et Mon Kies les qui gens fait- qui sont derrière, Comment ils vont traduire mon le Kies qui PD a l'habitude de me faire une petite Donc, ma soeur. le PDG quand même d'une boîte qui pèse 40 milliards de dollars qui parle de Kies. Et les syndicalistes, l'affaire des syndicats à qui on a retiré quasiment le droit de représenter leurs travailleurs. Ils se sont rappelés d'une loi de 1990 qui dispose que chaque année, les syndicats doivent envoyer un petit rapport sur le nombre de leurs adhérents, sur les cotisations et la sécurité sociale. Alors, ils se sont rappelés que ça existait. Et donc, ils ont demandé à tous les syndicats de fournir, mais le ministre a rajouté quelque chose à la loi, de son propre chef. Il a demandé de fournir les noms, prénoms de leurs syndiqués, ce qui est totalement interdit par les conventions internationales, et la sécurité sociale pour pouvoir mieux les identifier. Et donc, les syndicats ont décidé de ne pas répondre. Seuls les syndicats du régime ont répondu, les clones là qui... Et tous les syndicats vraiment représentatifs et qui sont derrière les mouvements sociaux de grève ont été zappés. Ils n'existent plus légalement. C'est un pouvoir qui a l'audace de faire tout. Donc, sans calculer ni le peuple, ni les institutions, ni l'opinion, ni nationale, ni internationale. Vous savez qu'il a retiré l'agrément aux Ligues des droits de l'homme depuis 2012. Depuis 2012, les trois ligues algériennes pour la défense des droits de l'homme Oui. ne sont pas agréées. Et c'est des structures clandestines. Et parce que le pouvoir a refusé de nouveau d'attribuer, donc de les autoriser à activer légalement. C'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il tolère, et au bon moment, et il frappe fort. D'abord, il a vu le poids réel de ces syndicats. On avait avec les médecins, avec les retraités. Il y a de nouveau quelque chose, ça bouillonne parce que les retraités vont sortir à la rue ces jours-ci. Ils se préparent, oui, Absolument. à cause des impôts, des taxations. Eh bien oui. Nous avons vu l'enseignement, c'est-à-dire comment les travailleurs de l'éducation, de l'enseignement en général, c'est-à-dire ont respecté le mot d'ordre grève des syndicats autonomes et que Sidhoum Saïd n'a pas réussi à éteindre, à avorter. Oui. Et donc tout ça, donc, c'est de bonne guerre, donc d'avantager de nouveau, parce qu'ils ont besoin d'une forme de solidité de l'UJTA, parce que il faut qu'ils tabbel, il faut qu'ils zemmar, il faut qu'ils... Voilà. Donc, pour faire la campagne électorale de Bouteflika ou du candidat du pouvoir, donc, premièrement, il a empêché les syndicats d'activer légalement. Deuxièmement, il a empêché les syndicats de se regrouper dans une confédération. Il les a encerclés par la police, il les a jetés dans des bus, et les a ramenés jusqu'à sortir d'Alger. Ils les ont lâchés dans les autoroutes. Absolument. Ouais. Et les médecins résidents ont été sévèrement brutalisés. Voilà. Ils ont été brutalisés de façon barbare. Ils ont été enfermés dans des paniers à salade sans oxygène. Certains se sont évanouis, d'autres ont été fracturés à coups de matraque. Voilà, donc c'est une introduction pour effacer toute forme de contestation. Et toute forme de contestation non canalisée. Parce que la contestation, il faut... Et d'ailleurs, vous allez voir que la grande... Pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs syndicats de l'enseignement? Oui. Parce que le pouvoir refuse
refuse d'agréer et de laisser les syndicats travailler librement. Il faut qu'ils cassent. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs syndicats. Et après, par la suite, les syndicats qui échappent à son contrôle, il aura créé des mouvements à l'intérieur des syndicats, il y a des explosions, et on trouve le même syndicat avec 2 têtes, 2 bureaux. Comme il a fait au parti politique. Absolument. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, c'est une introduction, parce que tout ça, c'est dans le cadre de la préparation du 5e mandat. Nous allons passer au sujet suivant, la justice. La justice. La justice, vous savez très bien, tous les Algériens savent comment fonctionne la justice. Certains même disent que si le régime accepte que la justice soit ainsi truffée par la corruption, ainsi infectée, quasi généralement, beaucoup de magistrats sont ouvertement corrompus, ils ne s'en cachent même pas. Et ils étalent leur richesse ouvertement, ils ne s'en cachent même pas. Beaucoup de gens disent que si cet état de fait existe, c'est parce que la justice est très soumise au régime et qu'elle répond inconditionnellement à toutes ces injonctions de condamner les uns, de libérer les autres, de blanchir les autres, etc. Et nous allons voir quelques images. دخلت للعدالة الجزائرية لعدالتنا ويا ليتني لم أدخلها. السيد القاضي بالأمس ورئيس النقابة، وأنا مثال حي. لماذا؟ لأن خصمي قاضية. لا أريد تطبيق القانون 4 أمتار بين الجار والجار من المجاهدة مسافة الناس، والقضية عندك. ندير ندوة في الدار، روحوا للدار وتشوفوا من 2012 إلى 2018 من طرف الجار مازال راني. هذه هذه بعض هذه بعض المبادئ التي أردت العفو. Mais on n'a passé qu'une petite partie de la prestation du ministre qui a le fou rire face aux parlementaires. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Vous avez vu avec quelle désinvolture les barons du régime traitent les représentants du peuple Zama. D'abord, c'est l'arrogance. Et le lieu, c'est un lieu opportun pour du fou rire. C'est digne d'un bêtisier des chaînes de télévision à la fin de l'année. Absolument. Ça ne mérite même pas, c'est dégoûtant, ça ne mérite même pas d'être commenté. Voilà la réalité. Oh, peut-être que je serais moins radical. Un fou rire, ça peut arriver à n'importe qui. Ça, c'est pas. Pas quand on est serein, quand on est en face des gens qui vous posent des questions, parce que là, devant le commissaire. Justement, c'est là où je vais finir ma phrase. C'est quand on Lui, c'est une démarche assassine. Il a bâclé ma canoualo et a été. Non, c'est-à-dire que quand on est devant des gens sérieux, c'est pas le fou rire. Mais comme c'est pas des gens sérieux. Mais comme c'est pas des gens sérieux, comme c'est des gens comme la sénatrice, au lieu de se battre pour les droits de ses concitoyens, elle se bat pour ses propres droits. Quand vous avez des parlementaires qui sont toujours... Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si moi, sénatrice, moi, ancienne moujahda,
une voisine qui est ma voisine, magistrate, تغلبت عليا dans une affaire de foncier parce qu'elle est magistrate. Mais là, qu'est-ce qu'il en est des pauvres malheureux, des Algériens qui sont ni sénateurs ni anciens moujahid? Qui va te salam? Normalement, l'éthique et même le code de déontologie d'un Parlement interdit à un parlementaire, à un sénateur de parler de ses propres affaires. S'il ne veut pas parler, puisque eux, ils parlent de Bouteflika et les réalisations de Bouteflika, ils ont qu'à pour suivre le cours normal d'une procédure judiciaire. Ben, ils ont qu'à faire à la cour d'appel, à la cour de cassation. C'est quand même eux, elle fait partie du tiers présidentiel. Oui, en plus. Voilà, donc c'est quand même les réalisations de Fakha Touhou, d'accord, qui nous a quand même indépendance de la justice, un progrès économique inégalé. Tout est bon en Algérie, tout est bon. On est mieux que la Suède, que les États-Unis, nous etc. dit 2000 pages. Voilà, 2000 pages. donc elle a qu'à suivre, mais le code de déontologie, le code interne du Parlement, du Sénat, vous interdit de parler. Donc pour vous revenir au faux rire, comme en face il a des pantins, comme en face il a des rigolos, forcément, moi... C'est moi, il peut rigoler. Il a qu'à rigoler. Moi, j'aurais fait la même chose. Alors, Wald Qaddour, vous avez vu la dame qui l'a interpellée, c'est une employée Sonatrach qui est montée pour parler de corruption, de Hagra. Par qui elle est évacuée? Celui qui l'a évacué, le grand, c'est un journaliste sportif connu. Et le comble, justement, c'est là où je voulais en parler, dans ce volet de la justice, c'est que vous en avez parlé tout à l'heure, Ali, je vous laisse poursuivre, que Wald Qaddour avait été condamné par la justice pour une affaire très grave, infamante, et qu'il se retrouve premier gestionnaire du pays. Vous savez, donc, dans les jeux institutionnels du pouvoir, enfin, le peu d'institutions qui existent, si vous n'êtes pas corrompu, s'ils ne détiennent pas des dossiers sur vous, ils n'accepteront jamais que... Il devient gênant. Absolument. Parce que quand on te demande de démissionner, il faut se la fermer et de quitter. Parce que le lendemain, tu risques d'avoir un dossier sur un journal à la une. Jamal Din Ben Chenouf a détourné en 1980 ou son fils. Donc, ouais. Moi, le geste de l'eau et de la dame me fait penser à un certain Melouk, que je salue, un vrai moujahid, un vrai résistant, un vrai battant, dénoncé les faux moujahidis, un vrai citoyen, tout simplement. Qui a été broyé. Absolument. Dont la carrière a été brisée. Absolument. Tout simplement parce que, il a dévoilé les dossiers des faux moujahidines. Et à travers les dossiers des faux moujahidines, des faux magistrats, des magistrats qui étaient des harkis, des magistrats qui n'avaient aucun diplôme. Et donc, ça nous donne un petit peu l'image du fonctionnement de notre justice. Quand on voit qu'il y a des avocats qui s'inclinent devant un cadre du président en son absence, donc on imagine un petit peu, c'est-à-dire, alors ça c'est les avocats, les gens qui sont censés nous défendre, qui s'inclinent en premier, avec tout le respect aux avocats dignes de cette profession et de ce titre d'avocat. Donc, Melouk nous a donné une idée depuis des années. Donc, tout le monde sait que les décisions de justice sont vendues dans certaines zones d'Arwa. Donc, c'est au plus offrant. Et la justice n'est pas libre. La preuve, comment combattre les syndicats, c'est d'ester en justice un syndicat. Et le lendemain, Qadrat al-Qadr, et donc la justice condamne et annule toutes les décisions de la justice sont en faveur du pouvoir. Aucune décision n'est en faveur d'un syndicat ou d'une organisation. Mais comment on fait cette justice? Et la question est posée à Nazim aussi. Comment on fait cette justice pour condamner certains quand on lui demande de les condamner? Tout le monde sait que Wald Qaddour est rentré dans une affaire politique où des puissances étrangères étaient impliquées. Et il a payé les pots cassés. Vrai ou faux, on ne sait pas. En tout cas, la justice l'a condamné pour haute trahison. C'est grave. Intelligence avec Et puis, la même justice, on lui demande de le laver, elle le lave. Elle le libère avant l'extinction de l'épuisement de la peine. Et puis, on le nomme comme PDG de Sonatrach, alors que ça ne devrait pas pouvoir exister, surtout qu'il n'a pas fait appel sans jugement. Comment fait-on pour condamner Chakib Khalil, le poursuivre
annoncé des poursuites publiquement par le propre procureur général, Zermati, contre Chekib Khalil, son épouse, ses enfants, puis le blanchir. Et c'est le Premier ministre qui vient nous le dire. Il nous dit « Mazloum », ou si vous ne le savez pas, la justice l'a blanchi. La justice de la nuit, hein. Ce n'est pas un procès public. Il n'y a pas que ça. Le Sidi Saïd, vous en parliez tout à l'heure, dans l'affaire Khalifa. Il est venu, il a reconnu devant la juge. Il a dit « Oui, c'est vrai, j'ai trafiqué le PV du conseil d'administration pour mettre l'argent des travailleurs dans la banque Khalifa. » Et c'est une histoire de 3 à 4 milliards de dollars. C'est pas rien. Et là, il est tremblé tellement, la juge lui a dit non, ne vous en faites pas, vous ne figurez pas sur l'appel de renvoi. Vous ne serez pas inquiétés, vous êtes là en tant que témoin. Ça veut dire, ceux qui ont concocté l'appel de renvoi ont décidé que Sidi Saïd ne figure pas parmi les accusés. Mais comment elle fait cette justice? Vous savez, donc, ça me rappelle une décision qui a été prise par un certain ministre, Mahi Bahi. Oui. Quand il a limogé le président du tribunal de Majlis al-Qada de Blida. Et le lendemain, Mahi Bahi était limogé. Allah a eu de l'khabar, Mahi Bahi yuqal wa la yuqil. Vous voyez un petit peu, parce que même le pouvoir il a été réel, démissionné et il n'a pas démissionné. absolument, Je traduis. parce que, encore une fois, le véritable pouvoir n'est pas à l'intérieur des institutions, il est à l'extérieur des institutions. Il est entre les mains de l'armée, de la police politique. Le pouvoir de façade n'est que marionnette. C'est pour occuper les gens, comme quoi nous avons un Premier ministre qui parle quand on l'autorise, qui se la ferme quand on l'autorise, et donc des ministres qui sont limogés du jour au lendemain. On le nomme ce soir, il est limogé demain. On le rappelle comme par hasard 3 mois après, 48 heures après. Vous savez, il n'y a aucun sérieux. Ça reflète un petit peu l'image de notre pouvoir. Vous me rappelez l'histoire d'abord du ministre Tebboune, qui a été Premier ministre pendant quelques semaines, lui-même, donc, qui a été chassé, jeté comme un malpropre. Ben oui. Vous me rappelez l'histoire du ministre du Tourisme, oui, qui a été nommé pour 48 heures. 48 heures. Ben oui. Et la deuxième fois, ils ont refait l'erreur, il a été nommé pour 1 heure. C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucun sérieux, parce que le pouvoir de façade n'est que quelque chose pour la forme, pour occuper l'opinion publique aux yeux de l'opinion internationale. Nous avons un gouvernement, mais dans le fond. Mais les Algériens, ils savent. Ils savent que leurs institutions ne sont pas des institutions, Ben oui. que le vrai pouvoir n'est pas entre les mains des uns ou des autres, mais entre les mains de l'armée. Les Algériens expriment le fond de leur pensée dans les stades. Oui. Ils racontent tout. Et justement. Et ils disent tout ce qu'il faut dire. Ils disent très haut tout ce que tout le monde pense très bas. Oui, oui. Nous avons consacré vendredi une émission à ça, justement. Nazim, sur cette histoire. Sur la justice. La justice. L'injustice. Comment elle fait La justice ou l'injustice. Oui. Une anecdote, Jamal. Oui. Quelqu'un qui est dans une ville, il a été convoqué par la police, donc, et puis, par un tribunal. Et donc, il rencontre quelqu'un, s'il vous plaît, le palais de la justice. Et il dit, écoute, le palais c'est à côté, mais la justice, je ne sais pas. Ça reflète. Bon, un petit rappel quand même que le premier magistrat du pays, ça reste quand même le président Bouteflika. Oui. Donc si la justice ne fonctionne pas, c'est que le président en est responsable. Donc comme le président est le premier magistrat du pays, c'est lui qui nomme les magistrats, les juges, au niveau de la Cour suprême, au niveau des tribunaux, au niveau des cours d'appel. Donc il n'y a pas d'indépendance de la justice. Donc ça, c'est sur la forme. Donc quand on dit l'indépendance de la justice en Algérie et que le ministre... Il n'y a pas de séparation des pouvoirs Bien, en Algérie, voilà, tout le monde exactement. le sait. Et là, pour ne pas rajouter à ce que disait... Il n'y a même pas des pouvoirs, d'ailleurs. Voilà, donc la justice, il n'y a pas de justice en Algérie. En Algérie, on sait très bien, la colonne vertébrale, c'est l'armée, et la justice, comme toutes les autres institutions, ils sont à la solde de cette armée-là. Cette armée, elle s'est étoffée, bien sûr. Maintenant, elle est devenue militaro-économique. Elle est devenue... Et elle a une façade à travers la fratrie Bouteflika qu'elle protège, qu'elle impose. Oui, bah, bien sûr. Elle va effectivement entretenir cette façade. Et par moment, on va jeter quelques trucs comment dirais-je, au peuple pour faire croire qu'il y a un jeu politique, qu'il y a une lutte de clans, et tout le monde va croire effectivement. Mais en réalité, il n'y a pas de... L'armée, c'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale, il ne faut jamais se tromper en Algérie. Donc il n'y a aucune institution qui fonctionne en Algérie. Aucune institution, que ce soit les médias, que ce soit la justice, que ce soit l'économie, que ce soit le social, que ce soit la culture, etc.
tout en Algérie est en faillite. Tous les autres discours, c'est du blabla. Vous connaissez pas Et si l'Algérie, demain, on veut, nous, une Algérie indépendante, c'est par une transformation en profondeur et complète du mode de gouvernance de l'Algérie, que les militaires reviennent aux casernes et que le peuple soit au centre de la décision politique. Sinon, tout le reste, c'est que discussion superflue. Oui. Il faut reconnaître aussi qu'auparavant, avant l'arrivée de Bouteflika, il y a un semblant de justice. Le minimum, le SMIC est assuré. Mais là... Ne serait-ce qu'un faux semblant. Absolument. Ouais. Donc ça, tout le monde le sait. Depuis, on n'a jamais eu de justice indépendante. La justice est instrumentalisée par le pouvoir réel en Algérie. Mais là, depuis l'arrivée de Bouteflika, c'est une grande catastrophe. C'est-à-dire, le citoyen le moins averti est conscient qu'il n'y a pas de justice. Tout le monde le sait. Absolument. Ça, il a le mérite, le régime Bouteflika, de ne pas cacher les choses. Absolument. Ce n'est pas un régime hypocrite. Bah oui. Il est franc de collier. Alors, le dernier sujet est justement la presse, la liberté de la presse. Et je rappelle que personne, aucun chef d'État, y compris Boumediene, Boumediene n'avait pas de raison d'être méprisant à l'endroit de la presse parce qu'il n'y avait pas de presse. En fait, il n'y avait pas de presse du tout. Mais les autres présidents, plus ou moins. Mais Bouteflika, à l'arrivée, dès qu'il est arrivé, il a marqué un mépris écrasant à l'endroit des journalistes, qu'il a traité de Tayyabat al-Hammam, si vous vous rappelez, une matrone de bain mort. Il les a humiliés publiquement, il les a insultés. Et là, avant-hier, il a fait une lettre à la presse, vraiment, que des éloges. Alors non seulement que des éloges à l'endroit des journalistes, qu'il a portés au nu, au pinacle, mais en plus, il leur demande très vigoureusement de faire leur travail de journaliste et de faire de l'investigation dans tous les domaines. Et il leur dit, vous pouvez aller jusqu'à demander des comptes à n'importe qui. C'est quand même incroyable. Ça veut dire quoi? D'abord, est-ce que c'est Bouteflika qui a écrit cette lettre, cette énième lettre? Comme tous les discours, c'est Bouteflika. Dans tous les cas, c'est connaissant, quand on le voit sur l'écran de la télévision, donc le peu d'apparition, donc on est conscient qu'il n'est pas l'auteur de ces courriers. Donc c'est son entourage, même si c'est lui qui assume cette situation. Avant de parler de la presse, moi je m'incline devant la mémoire de plus de 100 journalistes qui ont péri injustement pour la défense de la liberté, tout simplement. Oui. La démocratie, le pluralisme. Et donc on a payé un prix très lourd et tout compte fait, tout ça pour ça. Oui. Et 2 décennies noires, parce qu'on dit toujours une décennie parce que c'est un mensonge, 2 décennies noires, plus de 100 journalistes assassinés. Oui. Hein? Et donc, on se retrouve à la 136e place. L'année passée, on était les 134e. Oui. Et cette année, on recule. Et maintenant, Bouteflika souhaite une presse d'investigation. C'est bien. D'abord qu'il libère cette presse. Depuis 1988, les journalistes n'ont jamais été autorisés. On n'a jamais foutu la paix aux journalistes de les laisser s'organiser dans des syndicats. Même s'ils ne veulent pas un seul syndicat, plusieurs syndicats. On sait bien qu'il y a certains syndicats, c'est des gens de la police politique, c'est des fonctionnaires des ministères qui sont représentants de ces syndicats devant les instances internationales. Et qui sont au râtelier, comme tout à chacun le sait. Hein, donc d'abord qu'ils libèrent cette presse, qu'ils libèrent ces journalistes, qu'on arrête d'acheter... Pourquoi qu'ils les libèrent? Pourquoi qu'ils ne se libéreraient pas eux-mêmes? Non, mais vous savez... C'est quand même... La moindre des choses qu'on puisse demander à un vrai journaliste, c'est de se libérer lui-même. Absolument. Jamel, on ne peut pas avoir une presse libre. On ne peut pas avoir des journalistes qui se libèrent au milieu d'un peuple qui refuse de se libérer. C'est vrai. On ne va pas se cacher la triste réalité. Quand le pouvoir a tout verrouillé. Oui, mais quand même, les journalistes, c'est quand même considéré dans des pays comme l'élite. Donc, on s'attend à ce qu'ils n'agissent pas de la même manière qu'une personne lambda dans une société civile.
Donc, quand on dit pourquoi ils ne se libèrent pas, parce que pour moi, je suis désolé, ils n'ont pas le courage de le faire aussi. Quand vous avez des gens dans par exemple des conférences de presse, bon, c'est vrai, il y a des lois effectivement oppressives. Par exemple, là, vous parlez de la lettre, mais le président de la République, il oublie qu'il y a des lois. Pour le simple fait qu'un journaliste parle d'une affaire, on l'attaque pour diffamation, il se retrouve en prison. Il y a le cas, par exemple, déjà, vous faites une interview avec un diplomate, vous vous retrouvez en prison. Merzouk Touati, par exemple, de Bjeya, il a interviewé un diplomate israélien, il se retrouve en prison. Et là, on a une lettre disant faites de l'investigation, faites votre métier. Kamal qui est mort. Voilà, vous avez Mort en prison pendant un une grève de écrivain la faim. kabyle, il voulait faire un événement, on l'a empêché. Donc on reste toujours dans le discours. Moi, franchement, chapeau au journaliste qui va dans un caserne, il va dire oui, moi j'ai une lettre du président, je veux voir votre budget, comment vous gérez le budget de l'armée. Bon courage. Mais en même temps, je suis désolé, dans cette corporation, dans les 100 assassinés, certes, il y a eu des gens qui ont été assassinés injustement, et tous les assassinés, c'est injuste, mais il y a aussi des fois des règlements de compte. Dans les journalistes, il y a des journalistes qui ont quand même fait le sale boulot d'un discours éradicateur, un discours, ils ont aussi marché avec le pouvoir. Et, par exemple, Farrah, il a dit, si je suis assassiné, c'est quand même Tsoufir qui m'aura assassiné. Donc, Non, pas Farrah, Saïd Maqbel. Maqbel, Farrah, d'un autre côté, il disait, on a eu une réunion comme quoi avant 60 000, ils n'ont pas fait leur boulot. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des journalistes, c'est pas évident, je suis tout à fait d'accord, mais moi, j'estime quand même des journalistes, pour moi, que je considère l'élite d'un peuple, ils ont quand même un peu de courage et faire des manifestations. Moi, il y a des manifestations de médecins, il y a des manifestations des gens de Sonelgaz, des anciens de l'armée, des enseignants. On n'a jamais fait de manifestation de journalistes. Il n'y a pas un personnel aussi nombreux que les médecins et le corps enseignant. Les journalistes, Manifestation, vous n'êtes pas obligé d'être 10 000. Je vais aller jusqu'au bout de moi. Tout d'abord, si on a assassiné des journalistes, éradicateurs qu'ils soient, on n'a pas le droit de les assassiner. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas le droit de les assassiner. On n'a pas le droit d'assassiner quelqu'un pour son opinion. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas un assassinat justifié. Mais ce que je vous dis, c'est que les 100 journalistes se sont battus pour la démocratie. C'est ça ce que je voulais relever. C'est pas ces 100 qui se sont battus par la démocratie. Il y a ceux qui ont eu malheureusement un rôle très... Pardon. On ne peut pas sacrifier tous les journalistes pour aboutir à une indépendance de la presse. Il faut dire la réalité. La presse a été inondée comme le champ politique, de partis politiques microscopiques qui n'ont aucun prolongement de la société. Il y a des journalistes mercenaires qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Il y a des gens qui ont créé des journaux qui n'ont rien de journal. C'est la triste réalité. Ils ont inondé le champ médiatique de parasites pour justement... Qu'on soit clair. Non, c'est important. C'est important ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement, il n'y a pas un assassinat qui doit être qu'on justifie. Il n'y a pas. Je dis tout simplement, je parle des 100 dont vous avez parlé. Je vous dis, malheureusement, dans ces 100 assassinats, malheureusement, il y a ceux qui ont eu le rôle de gens qui ont attisé à la haine, qui ont soutenu le coup d'État, etc., etc. Donc les choses ne sont pas... C'est pas sur les 100 journalistes qui se sont battus pour la démocratie. Certaines presses aujourd'hui, telles que Shorouk Nahar, ils sont en train de semer la haine et de préparer une future guerre au nom d'une idéologie. Je suis tout à fait d'accord. Donc vous savez, c'est pour ça qu'on les condamne. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un manque de courage quand même. C'est pour ça que je dis, les journalistes, ils sont aussi victimes d'un système politique. On a inondé, vous savez, on n'a pas autorisé les chaînes de radio, on n'a pas autorisé des chaînes de télévision, on n'a pas autorisé, vous savez, le khabar, ils se vendaient à un moment donné à 800 000 exemplaires. Ils se vendaient plus que Safir ou l'Ahram, le journal le plus vendu du monde arabe. C'était notre fierté. Nous avons payé le prix, mais en contrepartie, le journalisme a eu la place que c'était notre dernier acquis.
Et vous imaginez, le khabar qui a été domestiqué de nouveau, et la lettre vendue, par la suite, Green a tout fait pour avorter la vente. Et depuis 19 ans, on n'a pas donné un sou à le khabar. Et Ouihia, c'est un message indirect aux investisseurs, aux gens qui veulent passer leur publicité à Al-Khabar. Vous êtes un journal d'opposition. Oui. Si tu es président, directeur d'une société, au PDG d'une société, je vois demain un placard publicitaire de la société de Nazim sur le Khabar, ça sous-entend que tu vas avoir un redressement fiscal, tu vas avoir des pouces. Vous savez, dans une dictature, les journalistes, ils sont aussi victimes que toutes les autres franges de la société. Ils sont victimes du pouvoir, ils sont victimes de cette situation que l'armée nous a imposée. Mais personne ne le conteste, qu'on soit tous victimes. Mais pour qu'on change, il faut qu'il y ait dans certaines corporations, dans certains syndicats, un courage, des gens qui sortent du lot pour dire ça suffit. Et nous arrivons à la fin de l'émission, mais j'ai une précision, Nazim, je me dois de la faire. Quand vous dites, parmi ces gens, il y en avait qui étaient des éradicateurs et tout, je suis d'accord, je suis moi-même journaliste, je le sais très bien. Mais moi, je n'ai pas dit ça par rapport à ça. Il a dit par rapport aux 100 qui ont combattu pour la démocratie. Corriger. Je dis dans les 100, ce n'est pas 100 qui ont combattu par la démocratie. D'accord, mais même ceux parmi eux qui ont été des agents du DRS, ceux qui écrivaient sous la dictée, personne n'a le droit de les tuer. Ah, bien sûr, ça c'était ma première phrase. Qu'il est inutile de faire une telle précision, rien à mon ne avis, rien au ne sujet de gens justifie. qui sont morts de façon injuste. Vous êtes en train de prêcher quelqu'un qui est convaincu, convaincu de la non-violence. Rien. Je rajouterai. C'est pour ça que j'ai commencé ma phrase. J'ai dit rien ne justifie l'assassinat, rien ne justifie la violence. Et je rajouterai. Je voulais juste tout simplement dire que dans les 100, il n'y avait pas tous qui militaient pour la démocratie. Je rajouterai à ce que vous avez dit, ce qu'a dit Ali, que beaucoup de ces assassinats de journalistes restent à élucider. Bien sûr, mais bien sûr. Restent à élucider. Bien sûr. Comme tout le reste des assassinats des Algériens. 30 000 assassinés et 30 000 disparus. Tout reste à élucider. Et c'est pour ça que j'ai cité 2 cas qui, effectivement, pointent le doigt, non pas vers ceux qu'on veut croire qu'ils ont commis cet assassinat. Pour moi, tout simplement, pour clôturer cette émission, moi je crois que les victimes, toutes les victimes, pas seulement les journalistes, ont été autant victimes des islamistes armés qui, pour la plupart du temps, étaient des imbéciles qui se faisaient manipuler, ou des illuminés qui croyaient entrer au paradis, que des victimes des généraux qui ont instrumenté la violence à leur seul profit pour garder le pouvoir. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Nazim, merci Ali. Merci à vous de l'avoir suivi.